Bonjour à tous. Si vous voulez bien venir avec moi, je vais vous emmener en voyage. Je vais vous demander de fermer vos yeux et d'imaginer. Nous sommes en 2100. Les températures ont augmenté de 4 à 5 degrés sur toute la surface du globe. La calotte glaciaire a fondu, entraînant la montée des océans. La plupart des villes côtières ont disparu, les îles englouties sous les eaux. Les tsunamis et ouragans se déchaînent partout. Nous voyons alors nos enfants et nos petits-enfants vivre le drame que nous leur avons légué en héritage. Nous nous souvenons alors de toutes ces campagnes de sensibilisation, de tous ces accords, des efforts à fournir pour aller vers une économie d'énergie, pour aller vers une consommation verte, durable et renouvelable. Mais surtout, l'abandon des énergies fossiles. Vous pouvez ouvrir les yeux. Fort heureusement, nous sommes le 7 décembre 2019, nous sommes à l'Institut français, et je suppose que tout comme moi, vous êtes heureux d'être ici et non dans cette projection de 2100, et qu'au sortir de cette conférence, vous décidiez tous d'être des acteurs du changement. C'est nécessaire pour que les générations futures n'aient pas à vivre le drame que nous venons de vivre. Je voudrais préciser que je ne m'adresse pas à vous en tant qu'experte, parce que je ne le suis pas, mais nous vivons dans une époque fabuleuse où nous pouvons avoir accès aux travaux de ces experts pour le peu qu'on se donne la peine d'aller chercher l'information. Alors, je vais vous parler de l'homme. L'homme, il est devenu un super-héros. En 150 ans seulement, il a réussi à devenir une force géologique. Il a déréglé un système climatique pourtant stable depuis des millénaires. L'homme abuse des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, et non content de se faire consumer la planète, il persiste à détruire la seule solution naturelle qui pourrait sauver l'humanité, les forêts. Chaque minute, c'est l'équivalent de 27 stades de football qui sont rasés de la surface du globe. Nous savons tous que l'arbre n'est pas sur Terre uniquement pour faire joli. Non, l'arbre est l'essence même de nos vies. Pour vivre, nous respirons. Et la forêt est le poumon du monde. Mais ce n'est pas que ça. L'arbre est celui qui filtre les eaux de pluie, qui stocke le carbone, qui tempère le climat, qui sert à la médecine, mais aussi il est créateur d'emplois. Alors la forêt, ce n'est pas uniquement cet immense régulateur biologique, géologique, climatique, etc. C'est aussi ce que nous devrions laisser aux générations futures pour assurer leur survie. Il faut savoir que la déforestation a toujours existé, plus ou moins concentrée en fonction des époques. Au XVIIe siècle, par exemple, les États-Unis ont perdu plus de 90% de leurs forêts primaires. En Europe, c'était plutôt au Moyen Âge. Alors que dans cette partie du monde, la tendance est à l'augmentation, par exemple la France qui a récupéré 10% de ses forêts, c'est maintenant que les forêts tropicales subissent de plein fouet la déforestation. De 16 millions d'hectares en 1960 à 7,8 millions en 1990, à 3,4 millions en 2015, aujourd'hui, nous n'avons plus que moins de 2 millions d'hectares de forêt dans notre pays. Les forêts ivoiriennes sont donc en grand danger, mais par ricochet, la survie de sa population. Il faut savoir que lorsque une espèce végétale disparaît, plus de 30 espèces animales disparaissent également. Alors, comme plusieurs d'entre vous, j'ai entendu les discours des écologistes, mais aussi ceux des climato-sceptiques. Et comme certainement la plus grande partie, je me suis dit qu'à mon petit niveau, je ne pouvais rien changer. J'ai continué ma petite vie en écoutant ça d'une oreille,
jusqu'au jour où, il y a 2 ans, je fais un gros burn-out. Et comme par intuition, je décide d'aller guérir mon âme dans la nature. Je me mets alors en totale immersion pendant 3 mois dans une forêt du nord de la France et je me rends compte là à quel point la forêt est bénéfique à l'être humain. Alors je décide à ce moment-là que ma vie prenne un tournant et de me consacrer à Dame Nature et ses soldats les arbres. Alors j'apprends à partir de travaux d'experts, parce que du coup je commence à me documenter, que la forêt est la première solution naturelle pour faire face aux ravages du réchauffement climatique. Je continue de lire, j'apprends qu'il faudra planter des milliards d'arbres. Waouh! On a tous appris à planter des arbres à l'école, on sait que c'est long, on sait que c'est harassant, on devine que c'est coûteux. Et là, je me dis, non, l'homme, c'est un super-héros. Il est même allé sur la Lune. Il devrait pouvoir trouver une solution. Je continue de chercher, et là, je tombe sur un documentaire, et le titre m'accroche. En Afrique, ils ont trouvé la solution au reboisement. J'ai dit, ah, bon, je regarde. Ça chamboule ma vie parce que je découvre quelque chose d'extraordinaire. Bill Morrison a dit, face aux problèmes de plus en plus complexes de notre monde, les solutions restent honteusement simples. Quand je découvre ce documentaire, je me dis non, c'est pas possible, il y a une arnaque quelque part, c'est trop simple. Je continue de chercher et je découvre que c'est une technique ancestrale. Elle existait dans l'Égypte antique. On en a même trouvé des traces au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Ensuite, ça disparaît. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un botaniste japonais qui le remet à l'ordre du jour. Alors, ce japonais s'appelle Masanobu Fukuoka, et d'ailleurs la technique porte son nom. Il décide de se consacrer à cette nouvelle technique. Il est né en 1908 et il a écrit beaucoup de travaux que vous pouvez trouver sur Internet, notamment La Révolution d'un brin de paille, qui est un best-seller et qui pourrait vous apporter beaucoup de choses. Et il base ses travaux sur le fait que, très souvent, dans les travaux agricoles, l'intervention humaine exige des efforts inutiles. Il est formel là-dessus et donc il accentue ses principes sur la non-intervention ou la très faible intervention de l'homme dans la nature. Ces principes sont donc élémentaires et relèvent même du bon sens. Premièrement, il ne faut pas labourer. Deuxièmement, il ne faut pas mettre d'engrais. Alors ça, c'est tellement simple parce qu'on se dit les forêts qui existaient avant qu'on arrive sur Terre, il n'y avait personne pour leur mettre de l'engrais. Ensuite, il ne faut pas tailler parce que plus il y a de plantes, plus la biodiversité est riche. Il ne faut pas arroser. Les besoins en eau des plantes doivent être satisfaits par la pluie. Il conçoit alors des seed balls. Comme vous pouvez l'entendre, ça se compose de seed balls, balles de graines. Alors, les balles de graines, comme vous les voyez là sur la photo, c'est une balle dans laquelle il y a une graine et tout autour des nutriments. Alors cette balle, on va se dire, mais pourquoi ne pas jeter directement la graine dans la terre ? Quand vous faites comme ça, les animaux ont tendance à manger les graines. Donc le seed balls, il est dans une coque de protection qui empêche les animaux de les manger, mais aussi qui les empêche par exemple de brûler s'il y a un incendie ou que les vents les déplacent. Alors, vous n'avez rien d'autre à faire quand vous avez un seed balls dans la main que de le poser, le jeter ou le lancer dans la nature, là où vous avez envie que ça germe. Il ne faut juste pas les enterrer. Donc, la graine, elle est à l'abri dedans et elle attendra juste son heure lorsqu'il va avoir le dernier maillon manquant, c'est-à-dire l'eau. Là où les seed balls sont intéressants,
c'est qu'ils permettent d'ensemencer des zones inaccessibles à l'être humain. Bon, on se dira, si on a envie de planter des arbres dans le plateau, il n'y a pas besoin de mettre des seed balls, on peut faire du planting normal. Ils permettent donc d'ensemencer des zones, des grandes zones, parce que vous pouvez, avec des moyens aériens, par exemple des hélicoptères ou des drones, ensemencer de grandes surfaces rapidement. En une journée, des milliers de seed balls peuvent être largués sur des super grandes surfaces. Voilà. C'est ingénieux, n'est-ce pas? Alors, merci. Nous avons déjà des preuves que la technique fonctionne, d'abord parce que ça existe dans plusieurs pays du monde, mais en particulier en Afrique. Alors, il y a une société kenyane qui a un peu la tête de file du mouvement, qui existe depuis 2016 et qui a un tel succès. D'ailleurs, cette semaine, ils ont fait la une de CNN. Il y a un mois, Leonardo DiCaprio, qui était un grand combattant pour l'écologie, a parlé de ça. Ils ont eu un tel succès que nous avons voulu nous former auprès d'eux. Nous avons donc pu bénéficier d'une formation technique et nous avons commencé il y a 1 an à faire nos essais ici en Côte d'Ivoire. Au départ, je pensais que je pouvais acheter des seed balls au Kenya et les faire venir en Côte d'Ivoire, mais en fait, ce n'était pas bon parce que chaque univers doit respecter son écosystème. Nous devrions donc le faire avec des graines de chez nous. Alors, après les premiers tests et échecs, comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avons pas laissé tomber, on a continué à s'améliorer jusqu'à ce que le 29 mars 2019, on ait nos premiers seed balls de tech qui germent. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la graine, vous voyez bien les racines qui sortent même avant de voir la graine germer. Alors, l'aventure seed ball se met alors en marche et notre principal objectif est d'aider au reboisement de notre pays. Les besoins sont énormes. Le ministère m'a dit 300 millions d'arbres par an pendant 10 ans pour recouvrer 20% de notre couvert forestier. Alors, imaginez s'il faut planter 300 milliards d'arbres avec la technique que tout le monde connaît. Tenez, on va faire une petite comparaison. Planting classique, seed balling. Premièrement, il vous faut faire une pépinière. Ça va vous mettre facilement 4 à 6 mois. Là où avec les seed balls, en 1 semaine, on en fabrique. Deuxièmement, imaginez, il y a tout un process dans le planting classique, du défrichage jusqu'à la transplantation, c'est-à-dire le moment où vous mettez le plant dans le trou. Là où avec les seed balls, on n'a qu'à les jeter dans la nature. Troisièmement, avec le planting classique, on est obligé de tenir compte de certaines saisons. En même temps, aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Donc, s'il faut attendre des saisons, on est mal barré. Là où avec les seed balls, on peut les jeter dans la nature à tout moment de l'année, ils attendront juste d'avoir de l'eau. C'est un gain incroyable de temps. La pénibilité de la tâche est complètement annulée. Et enfin, planting classique, on comprend tout de suite, pépinière, sachet noir. Le sachet noir, après, il va dans la nature, on ne sait pas combien de centaines d'années, polluer les océans, etc. Est-ce que vous avez compris à quel point le seed balling est une méthode intéressante? Elle permet une reforestation rapide, économique. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous fabriquons les seed balls à la main. On s'est plaint des énergies fossiles, donc on ne va pas aller en mécaniser le système et polluer encore plus. Alors, ces milliers de seed balls qui doivent être faits à la main, ça nécessite de la main-d'œuvre. Et nous avons la possibilité de faire travailler des femmes, des jeunes, des communautés villageoises qui n'ont pas de qualification, mais qui peuvent travailler et gagner leur vie décemment. Voilà. Alors, nous avons sillonné la Côte d'Ivoire depuis 6 mois. Nous avons répandu plus de 600 000 seed balls. La plus grande partie s'est faite par le ministère des Eaux et Forêts, mais nous avons eu des ONG qui sont venues vers nous et bien sûr nous-mêmes. Je veux vous raconter l'histoire d'un petit village qui m'a touchée. Ils sont venus nous voir, donc le village s'appelle Tomidanou, ils sont dans la région du Moronou.
Ils sont venus nous voir en nous disant nous voulons reboiser 3 hectares de forêt, mais nous n'avons pas les moyens. Là, nous avons une fête qui s'appelle la fête de la lumière. Depuis que nous existons, c'est en 2019 que nous avons eu l'électricité. Alors, nous faisons 3 jours de fête pendant lesquels nous voulons faire du reboisement. Et en face, on avait des étudiants étrangers, ivoiriens à l'étranger qui ont ouvert une cagnotte en ligne et qui nous ont dit « Nous, on a envie de participer au reboisement ». Du coup, ils ont récolté 685 € à peu près, ça faisait 450 000. Nous avons provisionné pour pouvoir offrir au village de Tomidanou, qui a fait son reboisement grâce au Seedball le 15 novembre. Et comme par hasard, ça tombait le jour de la journée de l'arbre. Donc, ils ont fait une bonne action grâce à ces étudiants. Nous avons essayé d'introduire un nouveau concept que nous appelons du reboisement participatif. En fait, on veut que tout le monde puisse participer. Alors, on n'élimine personne. On a créé un hashtag qui s'appelle « Plante ta forêt » et qui nous donne le baume au cœur de dire aux gens « Venez avec nous ». Tout le monde peut participer au reboisement. On n'attend plus des gens qui aillent planter 1000 arbres en une journée, mais tous ensemble, en se mettant tous ensemble, on peut y arriver. Voilà. Il faut savoir que, c'est les experts qui le disent encore une fois, que l'être humain, vivant de 0 à 70 ans, consomme l'oxygène émis par 5000 arbres. Alors, il est demandé à chacun de nous, au cours de sa vie, de planter au moins 5000 arbres pour ne serait-ce que rendre à la nature ce qu'elle vous a donné gracieusement, mais aussi permettre aux générations futures de pouvoir avoir ce que vous avez eu. Et nous avons beaucoup de chance de réaliser que nous pouvons encore agir. Nous sommes la première génération à vivre les effets du réchauffement climatique, mais nous sommes surtout la dernière génération à pouvoir y apporter des solutions. Alors, si vous n'avez ni seedballs, ni pépinière, mais que vous avez des graines, souvenez-vous qu'un arbre, c'est avant tout des graines. Vous pouvez planter vos graines. Sur 10, il y en aura au moins 3 qui germeront. Enfin, je voudrais terminer par une citation du docteur Macpherson qui dit « Si vous pensez que notre environnement est moins important que notre économie, essayez d'arrêter de respirer le temps de compter votre argent. » Je vous remercie.